Forum del Moudjahid. Nous profitons aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre la drogue qui sera célébrée par la communauté internationale le 26 juin de chaque année. Nous allons profiter de cette occasion pour faire un petit peu le tableau de la situation de la drogue chez nous. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir M. Khiyaté, président de la Forum, qui est avec nous, accompagné de Madame Sabrina Gahar, qui est psychologue, qui va un petit peu nous parler de la prise en charge des jeunes drogués, des jeunes intoxiqués. Donc, on laisse pour M. Khiyar un petit moment pour faire un petit résumé de la situation actuelle de la drogue en Algérie. Après, on abordera les questions avec vous. Merci, Monsieur Khiyaté. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum jami'an. ربما باش نعرفوا أهمية استهلاك المخدرات في مجتمع ما dans n'importe quelle société لازم نرجعوا لثلاث مؤشرات. المؤشر الأول هو مؤشر غير يعني مباشر indirect qui le volume des saisies. شحال استطعنا باش لقينا ولا مصالح الأمن قدرت تحجز من كميات تاع المخدرات. نشوفوا أنه خلال السنوات العشرة أو ال15 الأخيرة كان تصاعد حتى وصل ذروته أن كمية en 2013 avec 211 tonnes de drogue qui ont été saisies. Ensuite, il y a eu une diminution بعد السنوات الأخرى بدأت شوية تنقص المحجوزات ونقدر نعطيكم السنوات الثلاث الأخيرة بحيث بينت المحجوزات وصلنا ل 109 طن في 2016 52.6 طن خلال 2017 و32 طن خلال 2018. هذه الأرقام واش تعني؟ الأرقام هذه في الحقيقة مؤشر قلت لك غير مباشر يعني c'est un référentiel indirect qui donne une certaine idée mais il ne faut pas qu'on le prenne plus que sa valeur pour deux raisons. La première raison c'est que ce chiffre-là ne représente qu'un événement circonstanciel parce que les services de sécurité ont fait leur travail et ont pu donc saisir. Mais les statistiques mondiales montrent que ce qui est saisi ne représente qu'entre 8 et 15% de ce qui existe sur le marché. Donc vous voyez que c'est tout est relatif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si en 2018 on a saisi 32 tonnes, il y a 320 tonnes sur le marché. Donc c'est déjà considérable. Donc tout est relatif dans المؤشر الثاني اللي ربما مهم هو عدد الموقوفين في المتاجرة أو عندهم علاقة مع المخدرات. يعني le nombre de personnes arrêtées ou poursuivies pour des affaires liées à la drogue. هنا les chiffres sont phénoménaux. D'abord, en 2018, la DGSN a parlé de 150 000 au cours des 5 années précédentes, c'est-à-dire avec une moyenne de 30 000 par an. Des chiffres de l'année dernière nous donnent plus. On pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 personnes qui sont en prison ou sont poursuivies par la justice pour des affaires de drogue. C'est-à-dire que c'est plus des 2/3, les 3/4 de la capacité des prisons algériennes. C'est-à-dire que c'est un gros phénomène aujourd'hui et qui est matérialisé. Les arrestations pour des affaires liées à la drogue sont en moyenne de 20 à 25 000 par an. Parfois même plus. On est arrivé jusqu'à 28 000, 30 000. Donc, c'est dire que
c'est des chiffres officiels. C'est pas on n'avance pas des données comme ça. Le troisième élément, donc je vous ai dit trois مؤشرات ثلاث. المؤشر الأول هو المحجوزات، المؤشر الثاني هو الأشخاص المتابعون، والمؤشر الثالث donc le troisième critère ou le troisième paramètre est représenté par les études qui ont été faites sur le terrain. Je cite deux études. La première, c'est celle de la Forum, la dernière de 2015, qui parle de 15% à 17% d'enfants des CEM et de 22 à 23% au niveau des lycées et de 27% au niveau des universités. Cette étude a été corroborée par une étude faite par le CNEAP à la demande de l'Office national de lutte contre la drogue et qui a été effectuée en 2016. Cette étude est intéressante parce que d'abord, elle confirme toutes les données de la Forum jusqu'à présent. Que la drogue est bien présente dans les CEM. Deuxièmement, que la drogue touche également les filles et les femmes par extension, bien sûr. C'est-à-dire même les filles au niveau des CEM. Bien sûr que les pourcentages sont beaucoup moindres que ceux des enfants, mais qu'il y a une consommation par les toutes jeunes filles au niveau des CEM, et ça, c'est un élément extrêmement préoccupant. Les données qui ont été données par l'Office national ont été données de telle façon que si vous n'avez pas une connaissance du sujet, vous n'allez pas apprécier. Enfin, c'était pour un peu réduire les choses. Alors, ils vous disent, les conclusions de l'enquête, on vous dit, il y a 3,2% de personnes qui consomment le cannabis. Vous voyez, 3,2%, c'est pas... Bon, c'est un chiffre. Là, on a parlé de chiffre de 15%. Lorsque vous voyez 3%, vous dites, c'est pas très important. Mais lorsque vous lisez ensuite, on vous dit, attention, il y a 2,28% qui consomment des psychotropes. Et ensuite, vous lisez un peu, on vous dit, il y a 1,9% qui consomment de l'ecstasy, c'est-à-dire les produits chimiques un peu. Lorsque vous faites le calcul, vous trouvez qu'il y a 7,77%. Et ces chiffres-là, il s'agit de consommateurs chroniques. Nous, on parle de consommateurs occasionnels. La différence est très importante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'enquête de 2016 donne des chiffres beaucoup plus graves que ceux avancés par la Forum en 2015. Il s'agit de 7,77 personnes qui consomment de façon chronique différents types de drogues. D'abord le cannabis, 3,61%, les psychotropes, 2,28%, et l'ecstasy, 1,9%. Cela veut dire quoi? Enfin, la conclusion qu'on peut tirer de ces trois paramètres, qui sont quand même très importants, c'est que la situation est préoccupante au niveau de notre société et qu'il y a, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui, il y a 20%, il y a 25%, il y a 30% de consommateurs, ces chiffres n'ont pas, il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un phénomène dynamique. La consommation de la drogue, ce qui se passe aujourd'hui est différent de ce qui se passe demain, se passera demain, et est différent de ce qui s'est passé hier. Ça dépend des circonstances, etc. Surtout lorsqu'on s'adresse à des comportements occasionnels. Et donc, c'est difficile de mélanger ce qu'il y a. Ce qui est important de dire, c'est que toutes les données montrent qu'il y a aujourd'hui un nombre inquiétant de consommateurs. La preuve, c'est le nombre d'arrestations, mais également l'augmentation de la criminalité. Et on sait aujourd'hui que lorsqu'on parle de criminalité, on parle également de réseaux. Lorsqu'on parle de réseaux de consommation de drogue ou de distribution de drogue, ces réseaux sont intimement liés avec les réseaux de terrorisme. Et aujourd'hui, il y a une création d'une instabilité autour de nos frontières. Nos frontières, c'est les plus importantes d'Afrique. 4000 miles. Cela veut dire c'est presque 6000 et quelques kilomètres. 6300 ou 6600 kilomètres. Oui, multiplié par 4. C'est ça. Donc, ça vous fait des distances linéaires gigantesques.
c'est impossible de surveiller tout cela. Et donc, ça veut dire que nous sommes exposés à beaucoup de problèmes, notamment ceux venant des frontières du Sahel, pour différentes raisons. Aujourd'hui, on voit que les réseaux de distribution des drogues qui viennent d'Amérique latine, mais également de nos voisins, qui sont très importantes, visent bien sûr l'Europe, parce que c'est là où il y a le marché, où il y a de l'argent. Mais nous sommes un terrain de transit, mais nous sommes devenus également des consommateurs. Ça n'empêche pas qu'une partie est toujours exportée vers l'Europe. La preuve en est, c'est que la découverte maintenant périodique par les services de sécurité de stocks de drogue flottant au niveau de la Méditerranée, toutes les semaines, tous les mois, on apprend qu'il y a des quantités qui sont découvertes à gauche et à droite, mais également une partie de la consommation va vers le Moyen-Orient, et on sait par exemple que l'Égypte, la consommation touche aujourd'hui pratiquement 40% de la population de jeunes. Donc ça dépasse bien sûr l'Algérie pour des raisons évidentes dans ce pays-là. Il y a de gros problèmes, mais également vers le Moyen-Orient, c'est-à-dire vers les pays du Golfe, où là-bas, les moyens financiers qui sont disponibles leur permettent d'acheter des drogues beaucoup plus dures, notamment la cocaïne, et on sait qu'il y a plusieurs princes qui sont morts d'overdose, etc., puisqu'il suffit de consulter la presse pour voir qu'il y a des choses aussi importantes. Alors, pourquoi il y a cette situation en Algérie et que depuis 2002, nous avons installé l'Office national de lutte contre la drogue, qu'il y a un intérêt apparent, qu'il y a une stratégie quinquennale, tous les 5 ans, il y a une stratégie qui est mise en place, etc. Pourquoi nous sommes toujours dans cette situation? Je vais dire des choses qui vont peut-être vous surprendre. Je pense que des personnes aujourd'hui impliquées dans ce qu'on appelle al-Isaba, c'est-à-dire le gang politique, ont tout fait pour maintenir cette situation telle qu'elle est. C'est évident, parce qu'il n'y a pas eu de volonté politique réelle pour lutter contre la drogue. L'Office national, dans tous les pays du monde, un office national pour être efficace doit dépendre du Premier ministère. Comment expliquer que cet office qui était au niveau du Premier ministère soit mis au niveau du ministère de la Justice, alors que le ministère de la Justice ne peut pas être jugé parti? C'est lui qui instruit les affaires, c'est lui qui met les gens en prison. Il ne peut pas faire de la prévention du grand public, ça n'est pas possible. Donc il y a des contradictions manifestes. Troisièmement, il y a eu des grands barons de la drogue. Ces grands barons, c'est comme les gens politiques, ils n'ont pu travailler, ils n'ont pu avoir des sauf-conduits qu'avec des parapluies. Ils ont été protégés. Par qui ont-ils été protégés? Et je pense que la saisie des 700 kilos d'héroïne l'année dernière à Oran a été pour nous un élément probant, en mettant en évidence des réseaux insoupçonnés, une situation économique qui était liée à cela, etc., etc. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, puisque le Hirak nous le permet, qu'il y a que le commerce de la drogue aujourd'hui en Algérie a été maintenu et protégé par des gens politiques haut placés qui aujourd'hui font partie malheureusement de ce gang-là. Et c'est pour cela qu'à cette occasion-là, on demande que cette politique soit revue en lui donnant plus d'efficience. Une autre preuve est donnée, c'est que le plan quinquennal 2018-2022, qui est un plan copié sur les Français, il suffit de voir Google et on vous dit stratégie française 2018-2022, stratégie algérienne 2018-2022. C'est pas grave. Lorsqu'on copie des choses efficaces, c'est une bonne chose. Les Chinois copient des voitures, ils les produisent et les vendent sur les autres marchés, c'est très bien, ça marche. Mais c'est que le problème, cette stratégie annoncée en 2017 et 2018, on ne la voit pas. Elle n'a jamais été donnée. On l'a annoncée et c'est arrêté là. Nous sommes en 2019.
vous consultez le site web de l'Office national, vous ne trouvez rien du tout. Donc il y a beaucoup d'éléments qui posent des points d'interrogation. Donc voilà, je me contente de cette synthèse, si vous voulez. Et puis je passe la parole à Madame Sabrina Gahar, qui est professeure de psychologie à l'université. Réagirai d'abord, Monsieur Riaté, je réagirai d'abord à vos propos avant de parler de prise en charge. Vous venez de dire que la politique doit être revue pour plus d'efficacité. Dans quel sens elle doit être revue, Monsieur Riaté? Qu'est-ce qu'on doit changer? On doit d'abord changer l'office. Cet office-là doit être ouvert à la société civile. Je vais vous donner un exemple. Le décret de création de cet office met en place un conseil de cet office-là. Dans ce conseil, il y avait 4 associations, dont la Forain, puisque nous avons été ajoutés à ce office-là en 2002 par arrêté. Mais comme on n'était pas d'accord, on parlait un peu pour dire qu'il y a des choses anormales, etc., les associations étaient carrément écartées. Et donc, depuis, l'office, alors que le décret les prévoit. Donc, il faut revoir, d'abord, il faut sortir l'office du ministère de la Justice et le mettre au niveau du chef du gouvernement pour qu'il puisse assurer une véritable coordination transversale. Parce qu'aujourd'hui, il y a 24 départements ministériels qui sont concernés par la lutte contre la drogue. Alors, pour coordonner l'action au niveau de 24 départements, il faut une structure supra-ministère, c'est-à-dire au niveau du Premier ministère, et comme c'est le cas partout. Par exemple, vous allez en Belgique, vous demandez Monsieur Drogue, c'est un homme qui a le niveau d'un secrétaire d'État, qui est au niveau du Premier ministère. C'est le cas en France, c'est le cas en Angleterre, etc. Je veux dire que c'est des personnes, en Italie c'est le cas. Donc ça permet, et cette structure-là permet de mieux saisir les choses, permet de donner de meilleurs conseils, par exemple dans la stratégie de lutte, dans la stratégie de prévention, on reviendra, dans la stratégie également de prise en charge. Aujourd'hui, en nous faisant fausse route, on a trop médicalisé la prise en charge. On a dépensé des sommes énormes qui ne servent à rien du tout. Nous avons construit 42 centres, enfin 42, disons, structures, et on est en train de terminer à 53. Dans ces structures, il y a une trentaine de personnes, mais parfois le nombre de consultants est inférieur au nombre de personnes qui travaillent là-bas. Donc c'est un problème réel, et nous l'avons dit avant la mise en place des structures. Il faut plutôt aller vers ce qu'on appelle les communautés thérapeutiques, le mujtama'at al-ilajiyya. Donc, nous sommes, enfin, il y a des problèmes. Voilà. Et en matière de prévention, bon, la stratégie nationale de lutte contre la drogue n'a pas été appliquée, vous venez de le dire, mais si elle l'est, est-ce qu'elle est efficace? Parce qu'elle est basée surtout sur la répression. C'est vrai qu'elle fait de la prévention, mais un peu plus de répression. Est-ce qu'il ne faut pas revoir cette stratégie aussi? C'est clair. La stratégie nationale, si on dit stratégie nationale, elle ne peut pas être stratégie ministérielle, même si le ministère représente le gouvernement. La stratégie nationale veut dire une stratégie ouverte à toutes les sphères de proposition au niveau du pays. C'est-à-dire la société civile doit être impliquée, c'est elle qui se trouve sur le terrain. C'est ça le problème. Alors si vous excluez la société civile et vous vous prenez des mesures à l'intérieur d'un bureau autour d'un thé entre uniquement des fonctionnaires, qu'est-ce que connaissent les fonctionnaires? Ils consultent les rapports, ils consultent le rapport des Nations Unies, etc. Et ça s'arrête là. Alors que c'est une réalité tout à fait différente. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est une réalité dynamique qui change de jour en jour. Nous avons fait une étude au niveau de certains CEM, au niveau de la partie Est d'Alger, c'est-à-dire le Calitus, Raya, etc. Les enfants nous ont cité 17 noms de drogues différents, chose qu'on ne trouve pas sur les documents officiels. Donc ça veut dire qu'il y a des changements importants qu'il faut savoir saisir. Et c'est pour ça que nous avons demandé la création d'un observatoire des drogues depuis plusieurs années. Et s'il n'y a pas un observatoire, comment voulez-vous suivre ce qui se passe? Puisqu'il y a aujourd'hui des produits chimiques fabriqués dans des laboratoires clandestins en Afrique qui nous parviennent par le Sahel et par le Sud et qui sont extrêmement nuisibles pour le développement du cerveau, qui peuvent détruire le cerveau en l'espace de 2-3 mois pour les consommateurs, etc. Donc il y a des choses très graves qui se produisent. Millimètre. Faut-il être fataliste? Donc on donne la parole à Madame Hat pour nous parler.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, Le débat va venir. On n'a pas encore ouvert le débat et je vous demanderai aimablement de ne pas commenter quand les invités font leur conférence. Merci. Madame Gahal, on va parler de la prise en charge des personnes, et surtout des jeunes. Allez-y. Oui, moi, d'abord bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Madame la modératrice, professeur Riati. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui de la consommation de la drogue. Et je préfère parler de la consommation de la drogue pour justement élargir le fléau et le problème. Parce qu'en général, on parle de toxicomanes et ce terme est normalement banni dans les différentes classifications, puisqu'il faut parler aujourd'hui d'addiction. Et cette addiction va toucher un ensemble de produits, voire aussi de comportements. Et donc là, il est préférable de commencer donc à partir de la consommation, parce qu'on sait parfaitement que les consommateurs sont justement les personnes à risque et je vais dire aussi les enfants à risque, parce qu'il s'agit de plus en plus de consommation précoce, c'est-à-dire un âge assez avancé de plus en plus. Je reviendrai donc par rapport donc au fléau et à la problématique de la consommation à trois problèmes. Premier problème concerne le problème de la recherche, puisque justement je suis chercheur et je fais partie de l'enseignement supérieur, et donc c'est la recherche qui doit justement travailler davantage pour trouver les solutions, pour faire des propositions et pour aussi apporter des plans prévisionnels ou des plans préventionnels par rapport à cette problématique. Deuxièmement, au niveau de la formation, former donc les personnes, donc former d'abord les addictologues qui vont justement travailler avec les addicts, qui vont aussi travailler avec les consommateurs, qui vont aussi faire un travail auprès des familles, un suivi, etc. Et aussi former tous les membres et l'ensemble de l'équipe qui va prendre en charge. Et donc on a le volet recherche, le volet formation, et on a aussi un autre volet qui concerne donc la prise en charge et qui concerne aussi tous les facteurs et les variables qui vont avec cette prise en charge. La prise en charge est énorme. C'est une prise en charge qui va commencer, donc s'il s'agit d'un addict, elle va commencer dans un centre. Effectivement, le professeur Riati a parlé. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a plus de 42 centres et encore, ça va aller, le chiffre va augmenter. Mais nous n'avons pas une corrélation adéquate entre le nombre de demandes, les centres et la localisation aussi de ces centres. C'est-à-dire c'est des centres qui sont au niveau des régions, mais parfois un jeune addict ou un enfant addict qui est dans une localité, dans une région enclavée, il ne va pas faire les kilomètres pour aller revenir et être pris en charge. C'est des centres de jour. C'est des centres, oui, ce sont des centres intermédiaires. C'est des consultations en sortie de soins en addictologie. Effectivement, les équipes, ils travaillent en forme, c'est-à-dire des équipes multidisciplinaires. Ils ont différents professionnels en matière de santé, les psychologues, les éducateurs. Ils tentent de plus en plus de moins médicaliser la prise en charge des addicts, puisqu'auparavant, la prise en charge au sein des centres, elle était à raison de 90%, et je peux l'avancer, basée sur un traitement médicamenteux. Et elle l'est encore aussi. D'accord. Et à partir donc de ces centres, normalement, nous devons de plus en plus intégrer une prise en charge d'abord psychologique, mais aussi une prise en charge sociale, c'est-à-dire tout le suivi qui doit se faire une fois que l'addict est livré à lui-même, est autonome et sevré, on va dire. Donc, à partir de là, quelle insertion sociale pour lui? Comment pourra-t-il? Donc, je vous donnerai juste un petit exemple que j'ai rencontré lors de ma consultation. Donc, comment, lorsqu'il est déjà en période de sevrage, c'est-à-dire en période de grande rechute, comment il pourra se retrouver avec ses amis de quartier et ne pas consommer? Au fait, c'est la grande question et le grand challenge pour les professionnels et aussi pour l'enfant, pour l'adolescent qui consomme du produit. Ça, c'est le grand problème que nous retrouvons. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que nous proposons dans cette situation?
quel plan est proposé, quelle prévention est proposée, quel suivi est proposé. Est-ce que nous avons des communautés thérapeutiques? Est-ce que nous avons des systèmes de parrainage, par exemple? Est-ce que nous avons un système de suivi direct qui va permettre à ces addicts d'appeler ou d'être en contact avec un professionnel de la santé à ce moment-là? Qu'est-ce que nous proposons? Et au fait, si on revient à la recherche, donc on n'a pas encore une grande appréciation et évaluation d'un état des lieux par rapport aux consommateurs et par rapport aux addicts. Par rapport aussi, nous avons fait une toute petite étude qui a touché à peu près à l'université avec la Forem aussi, qui a touché un ensemble de 300 consommateurs et addicts, donc dits toxicomanes, et la majorité de ceux qui ont consommé la toute première fois avec leurs amis, donc en présence des pairs, vont continuer à consommer par la suite. Donc, quand on revient à la recherche, donc comment cibler justement les enfants et les adolescents qui vont consommer la toute première fois, c'est-à-dire on va commencer le travail à partir de là, et comment cibler donc ces différentes situations au sein des quartiers, voire au sein des familles, au sein des établissements scolaires, parce que maintenant on sait très bien que le produit on le retrouve au sein des établissements aussi scolaires, et donc la situation est vraiment alarmante. Subjectivement parlant, je pourrais dire que actuellement, il n'y a pas un jeune qui n'a pas au moins consommé une fois le cannabis. Ça, je pourrais le confirmer. Je pourrais le confirmer, parce qu'il s'agit maintenant, le produit est disponible, les situations qui vont... C'est le mimétisme. Les situations qui vont inciter justement, les situations, non pas les situations, c'est-à-dire aussi, il y a plusieurs variables psychosociales qui font que le jeune sera justement encouragé, motivé à consommer. Ceux que je reçois par exemple en consultation, ils vont me dire... la première fois que j'ai consommé, on m'a dit, mais comment une fille est plus courageuse que toi, elle vient de le faire, elle a eu le courage de le faire, parce que c'est lié à des représentations sociales dans cette quête de soi, dans cette quête d'identité que vit cet adolescent. Donc elle est liée à des représentations sociales qui vont lui donner justement un rôle social, une promotion au sein de son groupe. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait donc en matière de stratégie, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a proposé à ces jeunes en matière de club, en matière de par rapport aux loisirs, par rapport aussi aux activités parascolaires. Il y a à peu près, dans la stratégie justement nationale, il y a à peu près 2-3 ans, il y a eu une circulaire qui a été envoyée un peu partout, donc aux établissements, notamment aux établissements universitaires, pour faire un travail de plus en plus centré sur la lutte contre la drogue. Vous savez, la seule chose que les universités ont fait était d'instaurer un module transversal, c'est-à-dire les sociologues, les psychologues, les anthropologues, toutes les spécialités, on impose à l'étudiant d'avoir ce module quelque chose comme ça, et sans plus. Donc c'était ça la stratégie. D'accord. Ni un master, ni plus d'équipes de recherche, ni une enquête nationale, ni peut-être des stands ou alors des salons où lui-même, donc le jeune ou alors l'enfant lui-même va se présenter, parce que si on parle de prise en charge, il faut aussi parler de motivation. Tant que le jeune n'est pas motivé à suivre une prise en charge, on va droit au mur, donc on ne pourra jamais obtenir des résultats probants. Voilà, donc dans l'ensemble, j'ai essayé de relater un petit peu l'état des lieux par rapport à la prise en charge. Il y a beaucoup de choses à faire et que pratiquement rien n'est fait. Oui. Je ne dirais pas que rien n'est fait quand même. Il y a des choses. Les structures sont là, il suffit de former, il suffit encore de rajouter... Très bien. Oui, j'ouvre les débats donc. Est-ce que mes confrères journalistes ont des questions à poser à M. Riaté ou Mme Berhal? Excusez-moi. Après, excusez-moi, non, c'est un espace ouvert aux journalistes, donc je donne d'abord la parole. Je suis instructeur de l'aviation. Je donne d'abord la parole aux journalistes, après je vous ferai intervenir, il n'y a aucun problème. Je vous ferai intervenir, il n'y a aucun problème. Oui. Vas-y. Le micro.
eu égard aux statistiques que vous nous avez fournies par rapport à l'évolution donc, de la consommation des différentes drogues, est-ce qu'il n'est pas à craindre que l'on s'achemine vers un développement, vers une progression de la consommation de drogues plus dures, comme la cocaïne? Parce que de la quantité importante qu'il y a eu l'année passée nous a alertés et on a été pris de court et c'est vraiment inquiétant. Est-ce qu'il n'est pas à craindre que l'on s'achemine vers cette situation encore plus grave? Oui. Qu'est-il fait pour la prévenir? En fait, nous y sommes. C'est vrai que si vous voyez les saisies d'il y a, par exemple, 15 ans, 12 ans, etc., il n'y avait pas de drogue dure. Les drogues dures ont commencé à faire leur apparition, je vais dire, depuis l'an 2002-2003. Vous allez encore dire qu'il y a une relation, mais depuis, c'est tous les ans, 4 kilos, 6 kilos, 18 kilos, 20 kilos, ça dépend de... C'est encore limité. Mais ce qui est vrai, c'est que si vous voyez les gens, les personnes qui sont hospitalisées, il faut d'abord remarquer qu'il n'y a que 2 services en Algérie qui prennent en charge ce type de drogue. C'est Blida et Sidi Chahmi à Oran. Et il n'y a aucun centre à l'Est. On a pensé à créer un, mais je parle de l'hospitalisation, parce que ce genre de drogue nécessite une hospitalisation et tout un travail de remise en forme, d'utilisation d'autres drogues de substitution pour arrêter, etc. Il n'y a pas eu d'études sur le devenir des personnes qui sont sorties de ces hôpitaux. Mais beaucoup de gens disent qu'il y a pratiquement 100% de rechute. Pourquoi? Parce que d'abord, la drogue est livrée à l'intérieur même de l'hôpital. C'est-à-dire que les gens restent en contact avec leurs dealers et on leur ramène leur drogue, on fait semblant de leur donner des médicaments, mais il n'y a pas de suivi. C'est ça le drame. Alors, il n'y a pas de statistique. Si, le ministère de la Santé dit qu'il y a 22 000 personnes qui ont bénéficié ou qui bénéficient actuellement de suivi. Mais que représente 22 000 lorsqu'on vous dit il y a 53 centres ou 50 centres, vous divisez, vous voyez que c'est entre ceux qui sont hospitalisés et ceux qui sont vus à titre externe dans les 50 centres ou 48 centres, c'est insignifiant. C'est insignifiant lorsqu'on se revient par exemple aux chiffres officiels donnés par l'Office lui-même qui parlait, c'est-à-dire en 2013-2014, de 300 000. Nous avons cité le chiffre de 600 000, au moins le double. Alors que représente 22 000 par rapport à ces chiffres-là, soit officiels, soit officieux. Donc c'est rien du tout. De plus, il faut distinguer entre les malades ou les personnes qui sont sous drogue dure ou sous psychotrope et qui nécessitent une hospitalisation. Les capacités d'hospitalisation sont insuffisantes. Les lieux d'hospitalisation sont également mal indiqués. Parce que d'abord, il y a lorsqu'on dit, voilà, il faut le mettre dans un hôpital psychiatrique, point d'interrogation, beaucoup de familles ne veulent pas. Le malade lui-même n'accepte pas, très difficilement. Normalement, il devrait y avoir des services spécifiques pour cela. On ne doit pas les mettre, même si c'est des psychiatres. De plus, il y a autre chose, c'est qu'on s'oriente vers les choses les plus onéreuses. On construit des centres, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'Adrar. Vous avez un centre qui a coûté plusieurs milliards à Adrar de suivi des toxicomanes. Et on sait que la région est traditionnellement consommatrice parce que ça existait de génération en génération. Alors Adrar se trouve là. Bourj-Baji Mokhtar est là. 1000 kilomètres. Comment faire pour que la personne vienne se présenter à la consultation quotidienne? C'est quelque chose de plus, ces centres-là coûtent trop cher. Construction et surtout dans la gestion. Et l'efficacité n'est pas prouvée. Donc, faut-il, au lieu de prendre des schémas français, ne doit-on pas prendre des schémas plus adaptés à nous? Exactement. Il y a le schéma égyptien, il y a le schéma italien, il y a le schéma hollandais, il y a le schéma canadien. Pourquoi prendre le schéma français qui a montré ses limites?
Dans ces cas-là, il faut prendre en considération les données locales et essayer de trouver des solutions. Le schéma égyptien coûte beaucoup moins cher. Comme le schéma italien. C'est quoi? Ce sont des, au lieu de donner comme ça des terres, 50 000 hectares à quelqu'un, etc., c'est de faire des fermes pilotes dans lesquelles on met ces jeunes-là. On les aide avec un encadrement de psychologues, mais d'anciens drogués également qui sont devenus non drogués, qui vont les aider à reprendre confiance, à reconstruire la personnalité, à reconstruire leur volonté de dire non. Parce que c'est quoi le drogué? C'est quelqu'un qui est tombé dans une piscine, il ne sait pas nager, il est en train d'agiter ses mains. Mais vous ne voyez pas l'agitation de ses mains, vous voyez que le mouvement de l'eau. Et il est en train de vous demander un secours. Et vous êtes incapable de le secourir, d'envoyer une bouée de sauvetage. C'est ça le problème du drogué. Il faut savoir percevoir quels sont ces signaux rouges que l'enfant ou le jeune envoie. Donc, médicaliser, c'est-à-dire lui donner des médicaments pour le faire dormir, pour couvrir tout cela, n'est pas une solution. La preuve, c'est que dès qu'on arrête ça, il y a une reprise. Et on n'a jamais donné de statistiques sur justement le bilan à long terme. Le premier centre qui a été mis en place, c'est celui de François Fanon, qu'on nous dise, au cours de, par exemple, de la première décade de 2000 à 2010, combien de personnes ont été hospitalisées et combien de personnes ont rechuté. C'est ça l'évaluation. Or, ça, on ne l'a pas. Et c'est pour ça qu'on doit repenser la stratégie et repenser également la mission de l'Office national de lutte contre les drogues. Merci, M. Riaté. Oui, allez-y. Donc, je répète ma question, Madame Gahar, vous qui êtes psychologue, vous faites face quotidiennement aux addicts, pour ne pas dire... Je ne suis pas addictologue, hein, je tiens à le préciser. Je suis maître de conf. Oui, je voulais vous parler du côté psychologique de la situation en elle-même. Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant que psychologue aujourd'hui? Sevrer, essayer de sevrer, peut-être mentalement, c'est une autre forme de sevrage, ou éviter la rechute aux patients. Vous savez, dans les approches, il y a aussi plusieurs écoles. Comme disait tout à l'heure professeur Riaté. Quand on est basé sur une approche anglo-saxonne, c'est-à-dire basée sur l'apprentissage lui-même. Donc, on démarre du fait que c'est un comportement problème, qui est la consommation ou l'addiction, et qui a été mal acquis à un moment donné. Et donc, nous allons lui réapprendre un autre comportement plus adaptatif, plus intégratif par rapport à lui-même. Et donc, dans tout apprentissage, ce qui pose problème quand vous apprenez quelque chose, ce qui posera problème à moyen, à long terme, c'est le maintien. Donc, comment maintenir ce nouveau comportement qui est bien sûr le sevrage, il ne consomme plus, comment le maintenir le plus longtemps possible, sachant que dans la psychoéducation, c'est-à-dire on va l'informer, on va lui dire qu'il y a des moments où il y aura un grand manque face à des situations difficiles, des moments de stress, parce qu'au fait, on ne peut pas l'exclure de toute cette dynamique sociale. Il va certainement avoir des conflits avec les parents, il va avoir, malgré que, quand il y a une bonne prise en charge, c'est une prise en charge aussi qui se fait dans les différents systèmes, c'est-à-dire s'il y a un système professionnel, on implique même son employeur et quelques collègues, des tierces personnes, on implique aussi les membres de la famille pour dire que votre soutien familial, social est très important. Donc c'est une prise en charge quand même qui est élargie. Et le grand souci pour le psychothérapeute, celui qui travaille donc directement avec l'addict, c'est justement de maintenir le plus longtemps possible. Le plus dur, c'est le premier mois, ensuite le deuxième mois, troisième mois. Si au bout de 3 mois, il n'a pas consommé au moins une fois, on se dit c'est déjà un grand pas, c'est déjà positif. Sachant qu'il y a toujours, il y a plus de 75%, il y a toujours des possibilités de rechute. Surtout quand il s'agit de 15%. Il y a toujours des possibilités de rechute. Ça, c'est les études qui le... Oui, 75%. Ça, c'est les études qui le prouvent. L'exemple de Maradona. Ah ouais. Avec de l'argent, des cliniques privées, et chaque fois qu'il sort, si on le laisse faire ce qu'il veut, il retombe. Il retombe, et il a été obligé, il a été hospitalisé une quinzaine de fois. Et puis il a de l'argent, donc il se permet d'aller dans les cliniques les plus huppées du monde, etc. Alors qu'en est-il de nos citoyens?
s'il n'y a pas une prise en charge. C'est pour ça que les communautés thérapeutiques sont intéressantes, dans la mesure où il y a le long cours, parce qu'on lui réapprend le travail, et c'est des séjours qui peuvent aller jusqu'à 1 an à l'intérieur de ces structures-là. On l'a vu, par exemple, on a visité, nous, une communauté thérapeutique à 40 km de Rome. C'est une structure qui marche très bien, qui n'a pas coûté beaucoup d'argent par rapport à un centre qu'on a construit en Algérie qui a coûté peut-être 50 fois plus cher. C'est ça le problème. Et je reviens vers le travail psychologique qui doit se faire par rapport justement au développement de ses propres ressources. Donc, toute personne a des ressources personnelles et sociales. Comment développer ses propres ressources pour ne pas, à chaque fois quand il est dans une situation difficile, recourir à l'évitement. C'est un évitement facile pour lui. Il prend quelque chose et hop, il n'y a plus rien. Après, il oublie le conflit, il oublie ses angoisses, il oublie tout ce qui se passe aussi dans son corps, etc. Et donc, comment lui apprendre à faire face à des situations difficiles. Et cet apprentissage, il se fait justement à un âge très très jeune, au sein de la famille, avant la scolarité, au sein des systèmes familiales, dans aussi le développement et aussi dans la sensibilisation que nous devons faire auprès des familles. Une famille qui est pratiquement, ou des parents qui sont pratiquement absents, des parents qui ne donnent pas une grande importance à la communication, qui ne vont pas faire de suivi au sein des établissements scolaires, ne font pas de relais, etc. C'est justement c'est des situations qui seront à risque pour ces enfants-là. On va les retrouver facilement, donc emmenés vers des groupes de pairs où il y a ce modèle par rapport à celui qui consomme. C'est un modèle qui est vu positivement, c'est un modèle positif pour un enfant. C'est lui qui a plus de courage, c'est lui qui a plus de capacité de communication, qui est plus à l'aise et qui va aussi dans des comportements à risque puisqu'ils sont très agressifs. Et on sait très bien que chez les enfants et les jeunes, ceux qui passent le plus à l'acte, ceux qui peuvent se permettre de passer à l'acte, ils sont dans la violence physique, ce sont eux qui ont une bonne place dans le groupe de leur père. Exactement. Et, oui, pourquoi justement, pourquoi la prévention ne marche pas? Parce qu'il y a pas on a tout misé sur la prévention, mais on voit que le phénomène... Mais il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien de cette prévention-là. Quelles sont les associations, par exemple, qui sont sur le terrain, qui travaillent dans le domaine de la prévention de la drogue et qui sont soutenues financièrement par les départements ministériels? Il n'y en a pas à ma connaissance. C'est tout. Il faut une politique... Il faut une politique volontariste, sociale, de volonté de faire quelque chose. Oui. Il faut aussi un état des lieux, il faut revenir aux études et aux recherches. Si on ne peut pas définir les facteurs de risque, c'est-à-dire cibler la tranche d'âge, quelle tranche d'âge cibler au préalable, cibler quel type de famille, cibler les localités où il y a plus de consommation. Donc si nous n'avons pas ces données, on va être dans un peu, on va faire un travail d'anarchie. Et donc toute la prévention sera juste de la théorie et elle n'est pas basée sur un contexte socio-culturel. D'accord, qui va, par exemple, on a des statistiques des services de sécurité où on sait très bien où il y a le plus de consommation, le plus aussi de vente de drogue, là où il y a eu le plus d'affaires traitées. Normalement, c'est au niveau de ces localités, c'est au niveau de ces régions où on va cibler le plus de prévention après par la suite. Donc c'est un énorme travail, le plan préventionnel. Hein. Il y a plusieurs types de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. Donc il ne s'agit pas de faire des conférences et juste une campagne de sensibilisation. On dit qu'on fait une prévention. Non, c'est un suivi, donc un travail en amont à travers un état des lieux des recherches et aussi un suivi et une évaluation permanente par la suite. J'aimerais uniquement préciser que Mme Gahar est également vice-présidente au niveau de la forêt, mais présidente du conseil scientifique de la forêt. Oui, d'où le niveau. Bien, est-ce qu'il y a des questions de mes confrères? Oui, vas-y, après je donne la parole à monsieur. Vas-y, monsieur Oussa, oui. Quel est le principe de la communauté thérapeutique? Qu'est-ce qui fait sa différence? Et la communauté thérapeutique, c'est un concept très simple. C'est une ferme où il y a beaucoup d'activités, par exemple d'élevage, de culture, etc., où les gens sont intégrés, parce que pour les toxicomanes, je parle surtout de cannabis et
je ne parle pas des psychotropes, là il faut une hospitalisation, et la cocaïne, etc. Parce qu'il y a des traitements substitutifs. Tandis que dans le cannabis, il n'y a pas de traitement substitutif, donc c'est plutôt comment donner plus de... C'est comme la cigarette, comment donner plus de volonté pour se retirer. Ici, la communauté thérapeutique, c'est une ferme avec plusieurs activités à l'intérieur, avec un encadrement où il y a un programme sur plusieurs mois. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des modèles qui existent où les jeunes, lorsqu'ils y rentrent, il y a une prise en charge, un suivi, bien sûr en présence de psychologue. Il n'y a pas de médicalisation, il n'y a pas de médecin. Le médecin n'intervient que pour les problèmes organiques. Il est appelé parce qu'il a une douleur, des vomissements, etc. Mais ce n'est pas comme ici, dans les centres qu'on a mis en place, où il y a plusieurs médecins, un psychiatre, etc. Donc c'est tout à fait différent. Et donc il y a essentiellement des psychologues et des anciens drogués qui font l'encadrement. Et la personne, on lui donne des responsabilités progressives. Par exemple, au début, on lui demande de mettre les couverts lorsque le moment du repas arrive, ou d'éplucher les pommes de terre. Ensuite, il passe à un deuxième stade, et ensuite un troisième stade. C'est lui qui fait la cueillette, par exemple. Il va chercher les œufs des poules. C'est lui qui donne à manger. Donc, il y a un programme qui est fait sur plusieurs semaines qui permet justement, plus il y a de la formation professionnelle qui est donnée. À la fin de ce séjour-là, généralement, les personnes sortent d'abord avec un savoir-faire et surtout avec une personnalité plus raffermie. Et donc, on pense, et les résultats sont là, pour confirmer que ces personnes ont pu être réinsérées socialement. On a des taux jusqu'à 70% dans les pays développés. Ça, c'est un chiffre qu'on n'a pas eu jusqu'à présent avec tous les centres qu'on a mis en place. Donc, c'est tout à fait différent. Je me demande pourquoi on a opté pour cette orientation-là. Malheureusement, je pense que ça a été fait par des gens au niveau des bureaux qui ne connaissent pas la Yarifun al-Maïdan. Allez-y, monsieur, voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Présentez-vous, s'il vous plaît. Le problème de la drogue lui-même, il y a des visées internationales qui visent en fonction des événements. Et ça, je le dis à très haute voix. Parce que la plupart de la drogue transite sur les frontières. Vous avez des milliers de kilomètres sur la frontière, et ça coûte cher. Et surtout, pour les jeunes, là, pour les récupérer, ce qu'a dit madame, le côté socio-éducatif. Là. Aussi, j'ai encadré des officiers. Tout le challenge est là, tout à fait. Les jeunes, ils sont sensibles. Le milieu aussi. Le milieu, ils sont prêts. Et là, nous avons vu même des drogués devenir terroristes. Effectivement, si vous permettez juste un petit mot par rapport à ça. Au fait, plus on définit les facteurs de risque, plus aussi on va en parallèle définir les facteurs de protection. Qu'est-ce qui va protéger les enfants et les jeunes à ne pas consommer? Et donc on va de plus en plus les valoriser, les multiplier et travailler dessus. Bien. Monsieur Riati, vous avez appelé à mettre à la mise en place d'un observatoire des drogues. En quoi cette structure peut mieux faire que toutes celles qui existent déjà? Alors, la mission de l'observatoire, elle est différente de celle de l'Office. L'Office est appelé à mettre en place une stratégie nationale et donc, généralement, ce n'est pas lui qui met la stratégie. La stratégie, c'est un consensus. Et lui, il applique la stratégie, il l'évalue et il fait, bien sûr, l'évaluation de cette stratégie. L'observatoire, pourquoi l'observatoire? C'est d'abord, je l'ai dit au tout début, la drogue est un phénomène très dynamique. Il y a des changements tous les jours. Tous les jours, il y a de nouveaux produits. Donc, vous êtes obligé d'avoir un observatoire qui donne l'information à tous les niveaux. Je vais vous donner des exemples très simples. Il y a 4 ou 5 ans, des produits extrêmement nocifs, c'est des composés chimiques, sont entrés par le Sahel et c'est la gendarmerie qui a pu retrouver quelques traces au niveau de la zone ouest. Lorsqu'elles ont été analysées au niveau du laboratoire, on s'est aperçu que c'était des produits dangereux. Ces produits n'étaient pas catalogués comme étant des drogues. Donc il est impératif qu'il y ait un suivi. Je donne un autre exemple,
puisqu'on l'a eu ce matin, les fameux comprimés Erika, par exemple, qui sont devenus aujourd'hui ce que était hier le comprimé bleu, etc., etc. Donc, Erika, il y a quelques mois, il n'était pas sur la liste des produits considérés comme des drogues. Cela veut dire que vous ramenez 10 boîtes avec vous au niveau de la frontière, le douanier ouvre, trouve ces comprimés-là, ça ne fait pas partie de son agenda, il vous laisse entrer, vous dites j'ai des vomissements, j'utilise ça, il vous dit passez, il n'y a pas de problème. Cela a été également le cas pour un produit utilisé pour les cancers du sein il y a quelques années et qui s'est avéré, donc on l'a supprimé comme produit antimitotique, mais qui est devenu un produit de drogue. Donc il y a beaucoup de produits. Et ça change pratiquement toutes les semaines, il y a des changements. C'est pour ça que c'est impératif, c'est urgent de mettre en place un observatoire qui puisse, bien sûr, avec un réseau de spécialistes, des gens de sécurité, des laboratoires, etc., avoir la primeur de l'information et surtout la répercuter sur tous les centres qui existent en Algérie pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires. C'est-à-dire, vous arrivez quelqu'un qui arrive au niveau d'un centre parce qu'il a une intoxication, vous mettez en évidence ce produit, vous savez tout de suite à quoi vous en tenir. Par exemple, ou un douanier arrête un conteneur de ce produit, vous savez ce que c'est, etc. Donc l'observatoire, ça fait partie des éléments de sécurité nationale. Ce n'est pas de la blague. Et on se demande pourquoi cet observatoire n'a pas été mis en place depuis longtemps. L'inhalation au gaz aussi chez les jeunes enfants. Ça, c'est les autres produits. Oui, des autres produits. Bien. Des questions? Bien. Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'on peut faire une évaluation des consommateurs qui s'en sortent? Alors, il faut d'abord déjà qu'on ait des statistiques par rapport aux consommateurs et définir qui sont. Ce n'est pas le cas. Un pourcentage peut-être par rapport au nombre, aux chiffres qui a été donné pour les consommateurs. Les consommateurs sont plus que les drogués, les toxicomanes ou les addicts. Le nombre de consommateurs est plus important. Maintenant, comment les cibler? Vous savez, vous allez dans la rue, vous allez dans les quartiers, il suffit juste d'avoir un enquêteur qui lui-même est bien impliqué, bien imprégné dans son quartier, il vous ramènera facilement 200, 300 questionnaires. Facilement. Donc, de consommateurs. Hein. D'accord. C'est-à-dire, on va définir, avez-vous consommé au moins une fois, après de 5 fois, par exemple, à 10 fois par semaine, et ainsi de suite, et diagnostiquer l'addiction par, bien sûr, à travers des échelles et des tests qui sont bien définis. Donc, tant qu'on n'a pas le chiffre des consommateurs, et comme je vous ai dit, pour moi, il y a au moins, les jeunes de plus de 15 ans ont au moins consommé au moins une fois dans leur vie. C'est une expérience. Les expériences changent d'une génération à une autre génération. Les conduites à risque feront toujours partie de la phase de l'adolescence. Cette curiosité, cette motivation à découvrir de nouveaux comportements, de nouvelles sensations. Donc là, le produit, puisque le produit est disponible, et il n'est pas cher, hein, un petit bout de cannabis n'est pas excessivement cher, et parfois il est offert. Et donc là, comment, à ce moment-là, la toute première fois, l'enfant va dire non et aura beaucoup de ressources. Donc on aura travaillé sur ses ressources personnelles et sociales pour qu'il puisse justement s'abstenir à ce niveau-là. Et là, c'est difficile. On le sait que c'est terriblement difficile. Il faut cependant relativiser. C'est vrai peut-être pour les grandes villes, la consommation de ce type-là, mais dans les villes de l'intérieur, les chiffres sont beaucoup plus faibles, bien sûr. De façon générale, on peut dire qu'il y a les gens les jeunes, disons, qui franchissent le Rubicon, qui franchissent la ligne rouge. Il y a certains qui consomment de la cigarette. Chez les adultes, c'est pratiquement un Algérien sur deux. Il y a certains qui consomment de l'alcool. C'est pratiquement 10% des adultes. C'est des chiffres très importants. Parmi ce groupe-là, il y a des personnes qui, un jour ou l'autre, vont consommer de la drogue. Alors, il y a des consommateurs occasionnels, c'est-à-dire de temps en temps, ou chez les jeunes, pour faire comme les autres, donc pour goûter. Mais le problème, c'est qu'il y a des conditions favorisantes aujourd'hui. C'est l'absence d'espoir, c'est les problèmes familiaux, c'est les risques, c'est tous les problèmes qu'un jeune peut rencontrer, la malvie. Tout ça peut le pousser. S'il a déjà pris une fois, c'est plus facile pour lui de reprendre une deuxième fois. Donc, vous avez un wi'a,
général, c'est-à-dire un réservoir global qui peut être 1 million, 1 million 200, 1 million 500 000 personnes qui ont consommé au moins une fois. Et à partir de ce réservoir, il peut y avoir des consommateurs chroniques qui vont prendre 2 fois, 3 fois, 4 fois et qui deviennent des addicts, c'est-à-dire qui deviennent des permanents, des chroniques. Dans ce groupe-là, le chiffre est très mal. Nous pensons qu'il doit y avoir autour de 600 000, peut-être un peu plus, de personnes chroniques. Ça explique, justement, c'est corrélé avec l'importance de la drogue ou du volume de drogue qui se trouve sur le marché. Parce qu'à tout moment, il y a entre 100 et 300 tonnes sur le marché, ce qui est considérable. Les chiffres, d'ailleurs, les prix, si pour ceux autres-là, vous tournez, ça varie. Lorsque vraiment ça se raréfie, ça arrive à 500 dinars, ça diminue. À un certain moment, c'était à 100 dinars. Donc c'est moins cher pratiquement qu'un paquet de cigarettes. Donc vous voyez que c'est ça le drame. Donc une bonne connaissance du contexte socio-culturel. C'est ce que j'ai. La conclusion, c'est que les données n'existent pas. Et c'est primordial pour la mise en place d'une stratégie efficace. Très bien. Des données ventilées plutôt. Ouais. Ventilées par rapport à l'âge, par rapport à plusieurs variables. L'âge, le sexe, le niveau socio-culturel par exemple de la famille, etc. C'est ce qu'on a besoin pour cibler. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à avoir des données? Créer un organe, banque de données, un observatoire où tout. Et se baser sur la recherche, sur des études. Je vous donne l'exemple de l'organe de la protection de l'enfance. Il y a les différents secteurs et il y a la société civile. À ce niveau-là, tout ce qui se passe comme problématique au niveau de l'enfance vécue par l'enfant, donc elle est versée au niveau de cet organe. Et du coup, on est au courant. Il y a des études qui sont faites. Il faut préciser par des études. Il faut. Et puis des études randomisées. Chez nous, on ne fait pas d'études. Non, ça ne revient pas cher. Vous avez les universités. Nous avons 107 établissements supérieurs. 57 universités. Il suffit de demander aux universités de s'intéresser au problème. Ça ne reviendra rien du tout. Au contraire, ça leur fait des communications, des publications en plus. Mais il faut qu'il y ait cette relation importante avec les centres universitaires. Ça revient pas cher. Les milieux sportifs, par exemple, auparavant, elles faisaient partie des facteurs de protection. Maintenant, pas forcément. Dans les milieux sportifs, on retrouve de la consommation. Tous les jours. Les milieux artistiques, on se dit que normal. Ils ont été traditionnellement les premiers. Les premiers, c'est eux qui ont ramené la drogue. Merci beaucoup, merci à nos invités. Tout le plaisir. Et merci à vous. La visée internationale.